Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu Mercato. Aujourd'hui, on accueille un invité de classe mondiale. Oui, j'ai dit de classe mondiale. Je suis ici avec Lucas qui est stadier pour le FC Barcelone au Camp Nou, à Montjuïc, mais aussi pour l'Espanyol de Barcelone. Donc, aujourd'hui, on a cet invité-là, un grand fan du Milan AC qui va nous donner son avis sur plusieurs sujets qu'on va établir aujourd'hui. Lucas, présente-toi mon bro. Comment tu vas? Merci pour l'invitation, la pépite. Merci beaucoup, c'est mon plaisir. Et oui, je suis un ami de la pépite, on travaille ensemble et merci pour l'opportunité. Et c'est vrai, je travaille pour le FC Barcelone et aussi pour l'Espanyol. On fait de la sécurité au stade. Et il y a 9 ans que je travaille dans ça. Et donc, pour moi, j'ai vu tout. J'ai vu tous les matchs dans les derniers 9 ans. J'ai pas perdu un match. Et quand la pépite a commencé à savoir de ça, elle était très émotionnée. C'était une grande opportunité de plus connaître les équipes. Ouais, c'est vrai. Notons aussi qu'il était au stade la semaine dernière pour le match Espanyol de Barcelone contre le Real Madrid sur la défaite du Real Madrid notamment. On va revenir sur cette défaite-là au courant de l'émission. Mais les gars, avant de commencer, on va d'abord poser une question à notre invité Lucas. Dis-nous d'où te vient ton amour pour le football et pour le Milan AC. Donne-nous des informations là. Oui, donc mon amour, je suis italien et en Italie, tout le monde pratique le football. C'est football tout le temps. Ouais. Et donc moi, mes amis, ma famille, on a tous joué au football, plus ou moins, à tous les niveaux. Et à Milan, c'est toujours AC Milan ou Inter Milan. Donc, j'ai toujours joué. J'étais un gardien de but. Ah! Oui, j'étais... C'est vrai. Gianluigi Buffon. Ouais. Pas au même niveau, mais plus ou moins. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à jouer au football. Et même si je joue pas, et donc j'ai eu l'opportunité de travailler dans le monde du football ici à Barcelone. Ouais. C'est mon deuxième travail, mais je préfère. Je préfère travailler au stade que de jouer. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai l'opportunité et je vais toujours. Et j'étais là le dernier match. Ouais. Il faut aussi noter que quand j'ai commencé à causer avec Lucas au travail, la première chose que j'ai remarqué directement sur lui, c'est sa faculté. Il a beaucoup de connaissances sur le football africain, notamment le Cameroun, où on parlait de Thomas Nkono et tous les joueurs de Vincent Aboubakar, Samuel Eto'o. Les gars, il est très cultivé sur le football africain et c'est ce qui m'a plu direct avec lui aussi. Là, on va entrer dans le vif du sujet, les gars, ce qui nous conduit aujourd'hui. Le Real Madrid et son équipe qui sont tombés face à l'Espanyol de Barcelone. 1-0, un but à la 80e minute, 84e minute, il faut bien préciser. Toi, de ton côté, quel est ton ressenti sur ce match-là? Est-ce que cette défaite du Real Madrid aujourd'hui est probablement une relance au titre en Liga pour toi, selon toi? Oui, pour moi, c'est une grande possibilité pour les autres, pour l'Atlético et Barça aussi. Parce que, évidemment, moi, quand j'ai commencé à travailler ce jour-là, en parlant avec mes collègues, on a dit, on fait toujours des prévisions, non? On a dit, moi, 0-4, 0-3, 0-2. Et oui, et pas ça, Espanyol et Real Madrid 0. Mais c'était un peu, moi, je pouvais pas croire, mais pour moi, l'Espanyol qui normalement, c'est pas attentif, c'est pas régulier, il joue pas bien. Ouais, faut noter qu'avant le match contre le Real Madrid, ils étaient 18e au classement. Donc c'est le 18e qui tape le leader de la Liga. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, il a bien joué, hein. L'Espanyol, on doit dire qu'il a bien joué. Ouais. Et le Real Madrid un peu confusionnaire, pas attentif. Et pour moi, l'Espanyol a bien joué, a bien gagné. Ouais. Et bien gagné. On a tous vu la faute sur Kylian Mbappé. On ne peut pas dire que l'Espanyol, ils ont bien gagné. Donc, ils ont joué, ils ont maintenu un rythme selon les moyens qu'ils avaient. Ils ont joué sur une contre-attaque. Ils ont marqué un but à la toute dernière minute, mais pendant les 80 minutes de jeu, c'est le Real Madrid qui contrôlait. Sans doute, mais c'est normal. C'est normal. L'Espanyol ne pouvait pas faire d'autre chose. C'est dans les possibilités de l'équipe de l'Espanyol qui est très humile, très modeste. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Et beaucoup de chance aussi. Ouais. Beaucoup de chance. Les gardiens de but aussi, il a très bien joué, très fort, très fort. Ouais. Est-ce que pour toi aujourd'hui, cette défaite du Real Madrid remet en question les choix tactiques de Carlo Ancelotti et aussi l'effectif du Real Madrid qui ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux, la Champions League, la Liga? Est-ce que cette équipe du Real Madrid, cette année, cette saison, elle n'est pas un peu fébrile? Ce que j'ai vu, c'est une équipe un peu fatiguée. Ouais. C'est une équipe très fatiguée, non Mbappé, très fatiguée. Et donc, ce soir-là, c'était la soirée parfaite pour pas gagner. Pour pas gagner. Et donc, oui, pour avoir combien de compétitions cette année? C'est la Liga, c'est Champions League, c'est Copa del Rey, il y a aussi les mondiales pour club dans l'été. Ouais. C'est un peu trop. C'est beaucoup, c'est vrai, mais quand même, je pense que c'était un épisode isolé. Ouais. J'espère que des prochains matchs, ça va changer parce que c'était la noche perfecta pour l'Espagnol et ça. Tu as notamment souligné un point, la fatigue, quand on sait que l'équipe Carlo Ancelotti, il a cette faculté, il gère très mal son banc de touche cette saison, notamment avec les remplaçants Arda Güler, Ceballos, Modric et Endrick aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Est-ce que pour toi, c'est la fin d'une ère au Real Madrid, entre le Real Madrid et Carlo Ancelotti? Pour moi, c'était déjà la fin d'une ère la saison passée. Ouais. On devait changer. Ouais, parce qu'il a beaucoup gagné, il a tout fait ce qu'il pouvait, c'est dans l'histoire du Real Madrid, mais aussi du football en général, ouais. Mais ça suffit. Donc pour moi, c'était l'heure de changer déjà au début, en septembre. Et donc, je sais pas, mais c'est toujours, on est en février. Ouais, donc, on a toujours du temps. Ouais, on connaît bien le Real Madrid. On sait bien que maintenant, on parle de ça et après, et après à la fin, c'est autre chose. Pour toi, aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe du Real Madrid jouer et ces points que le Real Madrid perd, toi, quel est le point faible ou alors c'est quoi qui manque au Real Madrid de cette saison par rapport à la saison dernière? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé? Oui, c'est ça. Pour moi, j'espérais un peu plus de Kylian Mbappé. Au début, il était un peu timide pour moi. Et donc, par exemple, pendant les matchs avec l'Espagnol, c'était lui qui devait... Notons que pendant les grandes rencontres contre Liverpool, le Milan AC, le FC Barcelone, on n'a pas vu un grand Kylian Mbappé ou Rodrigo ou Vinicius Junior. Donc aujourd'hui, si je te comprends bien, il faut que Kylian Mbappé soit plus décisif. C'est bien ça? Oui, c'est lui. Pour moi, c'est lui. Tout le monde espère de lui ça. Et si tu parles avec les fans du Real Madrid, c'est ça la question, hein, la question centrale. Tout le monde, Kylian Mbappé, c'est où? On attend un peu plus. Ouais, c'est vrai. On a longtemps attendu Kylian Mbappé comme le futur remplaçant de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et là, il est arrivé au Real Madrid avec un début de saison assez mitigé. Il n'était pas en grande forme physique. Mais depuis la mi-novembre, Kylian Mbappé, on commence à revoir le Kylian Mbappé de 2022-2021. Donc, c'est une montée en puissance aujourd'hui. Mais est-ce que Kylian Mbappé peut porter à lui tout seul le Real Madrid? Non. Pour moi, non, parce que il n'est pas au même niveau que Cristiano. Il ne sera jamais au même niveau que Cristiano pour moi. Hein. C'est mon opinion personnelle. Cristiano, c'est autre niveau. Donc, si on espère de Kylian Mbappé ce que Cristiano a fait, c'est un peu trop pour moi. Mais quand même, il peut performer un peu mieux. En parlant de Carlo Ancelotti, par exemple, dans les matchs avec l'Espagnol, il pouvait un peu plus faire parce qu'il a fait seulement, je pense, que 13 substitutions. Il pouvait faire jouer Endrick, par exemple. Ouais. Et j'ai pas compris, hein, vraiment, parce qu'il est resté avec ses idées, il a pas changé. Ouais, donc, c'est un peu bizarre ce match-là. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi, c'était une noche loca pour l'Espagnol, mais ça aurait de fou, mais moi, je suis sûr qu'il va changer. Ouais. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, on a vu une polémique hier sur les réseaux sociaux où Cristiano Ronaldo affirmait qu'il est le joueur le plus complet de l'histoire du football. Le plus complet, il n'a pas dit il est le plus fort, mais il a dit il est le plus complet et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont contesté cela.
que Cristiano, ce qu'il disait, c'était une folie. Moi, je veux ton avis, Lucas. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que Cristiano Ronaldo est le footballeur le plus complet de l'histoire? Pour moi, oui. Pour ce que j'ai vu dans les vidéos, dans ce qu'on connaît, dans l'histoire, oui, c'est vrai. Pas les meilleurs. C'est ça, tu l'as dit. C'est pas les meilleurs, mais les plus complets. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, ou hier, il a fait 40 ans? 40 ans. 40 ans, oui. Oui, 40 ans. 40 ans, c'est 40 ans. Il est toujours là, hein. Il est toujours là. Il joue toujours pour le Portugal. Et il va être là pour la prochaine Coupe du Monde. Je suis sûr qu'il va être là. Donc, c'est vrai. Pas mon préféré dans l'histoire, mais les plus complètes, oui. Et aussi, regarde, c'est que les grands de l'histoire, Ancelotti, il a dit, oui, c'est vrai, ouais. c'est lui le problème. Il n'est pas seul. Il y a beaucoup qui ont dit ça. Ouais. Et pour moi, ouais. c'est vrai. Ouais. Cristiano, moi je dirais, c'est le seul joueur qui est capable de marquer de la tête, du pied droit, du pied gauche, même de la main, il est capable de marquer. Il marque en toute position. Pour moi, aujourd'hui, Cristiano, ce qu'il dit est correct. Il est le joueur le plus complet de l'histoire du football. Mais selon toi, à quelle place tu mets Cristiano Ronaldo parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football? Si tu devais faire un top 5 de tes meilleurs joueurs de l'histoire du football, tu mettrais Cristiano à quelle place? Et on peut, ça, en ce qui concerne tout, défense, gardien de but, ou seulement en ce qui concerne les attaquants. Les attaquants, pour moi, Cristiano, c'est top 5. Mais pour moi, le meilleur de l'histoire, c'est sans doute Ronaldo, phénomène. Oui, c'est Ronaldo, phénomène. Il n'y a pas de comparaison. Tout le monde qui a joué avec lui ou contre de lui, et nombre toujours les phénomènes. C'est toujours lui dans l'histoire. Tous les footballeurs, Ronaldo, le phénomène, c'était le plus difficile, c'était le meilleur. Et là, tu vas classer Ronaldo Nazario devant Pelé et Maradona, Lionel Messi. Oui, pour moi, oui. Ronaldo Nazario, c'est le numéro 1. Tu vas te faire défoncer si Ronaldo Nazario, pour moi, c'est le numéro 1. Et bien sûr que Maradona, c'était un peu plus le génie, non? Ouais. Et Pelé aussi. Pelé, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans. Ouais, mais Ronaldo, pour moi, il a eu les problèmes physiques qu'il a eu. Mais sans les problèmes physiques, il était sans doute autre histoire. Ouais. On a beaucoup défini Cristiano Ronaldo comme étant un joueur orgueilleux, qui aime se vanter, qui aime se positionner en tant que leader. Est-ce que tu penses que la déclaration de Cristiano Ronaldo affirmant qu'il est le footballeur le plus complet de l'histoire, c'est un manque de respect ou alors c'est un moyen de dire oui, je suis là, Cristiano, c'est le meilleur et tu vois, je veux pas parler d'un autre nom, mais vous connaissez le rival direct, il est derrière moi. Bah, pour moi, c'est parti de l'époque moderne, parce que avant c'était pas comme ça. Avant, il n'y avait pas Pelé qui disait moi je suis le meilleur, ou Ronaldo Nazario qui disait je sais pas le meilleur. Maintenant, 2025, c'est parti de la quotidienité. Moi, je suis le meilleur, l'autre dit que le meilleur, l'autre dit que le meilleur. Donc c'est un peu, c'est quelque chose de social. Ouais. pour le moment. Ouais, bon. Mais la chose qui est importante de mémoriser, que c'est pas seulement lui qui dit ça. Il y a beaucoup d'entraîneurs, de footballeurs qui disent Ronaldo c'est le meilleur. Moi j'ai joué avec beaucoup de footballeurs et Ronaldo pour moi, Cristiano, c'est le meilleur. Donc peut-être c'est un peu de narcissisme, oui c'est vrai, mais il faut pas exagérer. Il a dit comme ça parce qu'il aime parler comme ça. C'est partie de la figure de Cristiano Ronaldo. Je comprends. Mais il est pas seul. Hein? Ouais. Là, Cristiano Ronaldo, il a joué à Manchester United, tu vois. On va parler de Manchester City, le rival de Manchester United. On a vu une défaite cinglantante. Une défaite de Manchester City contre Arsenal la semaine dernière en Premier League, 5-1. Aujourd'hui, pour toi, quelle est ton impression sur cette équipe de Manchester City cette saison? Pour moi, c'est une équipe un peu fatiguée dans la tête. Psychologiquement. Oui, psychologiquement. Pour moi, c'est un peu fini l'époque de Guardiola.
C'est la même chose avec Ancelotti. Il a tout gagné. Et pour moi, c'est important d'identifier les moments quand tu as tout gagné, de laisser. De laisser comme un champion. C'est très important pour moi. Et maintenant, je vois que tu vois l'erreur qu'Akanji a fait dans les premiers goals. Ça, c'est la photocopie de ce que je veux dire. C'est l'image. C'est un peu, c'est terminé. Donc, 5-1, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Mais je crois que c'est pas un problème, hein. Ils ont beaucoup gagné. Ils ont fait l'histoire du football. Avec beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ils ont fait l'histoire du football. Guardiola, Pep a fait beaucoup. Et ça suffit. Ça n'a rien à mal de changer, hein. Ouais, évidemment, tu as raison sur un point qui est la fatigue psychologique. On l'a vu au Real Madrid, notamment, avec la saison. Je vais prendre l'exemple de la saison 2013-2014 que le Real Madrid fait, où il gagne tout, la Champions League, la Décima. Et ensuite, la saison qui venait après, la saison 2014-2015, le Real Madrid achète James Rodriguez, Keylor Navas et Toni Kroos. Et cette saison-là, on s'attendait tous à une superbe saison du Real Madrid. Mais cette saison-là, le Real Madrid fait saison blanche et Carlo Ancelotti est viré du Real Madrid. Donc, quand tu parles de cet aspect psychologique, moi, je comprends véritablement parce que Manchester City aujourd'hui, cette équipe ne respire plus le football. Tu sens qu'elle est diminuée psychologiquement. Oui, il faut être réaliste. Ça arrive à tout. Dans notre vie, c'est la même chose. On a des moments qu'on est au top et d'autres moments qu'évidemment on doit s'asseoir, on doit comprendre que c'est une nouvelle page. C'est vrai. Donc, pour moi, ça, c'est les moments du Manchester City. On doit changer quelque chose. Il faut changer quelque chose parce que je pense que tout le monde le sait, on va changer. C'est fini là. La semaine prochaine, on a un grand match, le 11 février. Le Real Madrid face à Manchester City. Comment tu vois ce match-là, ces deux équipes-là? Un Real Madrid qui sort quasiment d'une défaite contre l'Espagnol qui peut coûter le titre en Liga, et Manchester City de son côté qui est pas vraiment la meilleure équipe de Premier League après une lourde défaite aussi contre Arsenal. Ces deux équipes qui se rencontrent aujourd'hui. Toi, quel pourcentage tu pourrais donner? Est-ce que c'est du 50-50 ou alors le Real Madrid pas étant comme favori? Pour moi, avec le Real Madrid, c'est jamais 50-50. Real Madrid, c'est toujours un peu plus que... Favori? Oui, c'est toujours les favoris. Surtout en Ligue des Champions. Toujours. Dans n'importe quelle compétition, c'est toujours les favoris. Donc, pour moi, ça serait jamais 50-50. Je vais pour l'histoire. Je vais pour l'expérience aussi de Carlo Ancelotti. Je vois un Manchester City en difficulté. Si le Real Madrid joue pas au top, mais un peu plus attentif, ça va être très difficile pour le Manchester City. Je le vois un peu en difficulté. Moi, je crois que le Real Madrid va bien jouer, va passer, oui. Pour moi, oui. Pour toi, le Real Madrid est favori pour ce match et ils vont passer pour les huitièmes de finale? Pour moi, dans n'importe quelle compétition, le Real Madrid est toujours favori. Toujours favori. L'histoire, la mentalité, les trophées. Je pense que, j'imagine, moi-même, si un jour je joue contre le Real Madrid, c'est un effet différent que jouer contre n'importe quelle équipe. Contre le Barça? Les gars, on va passer un jeu avec notre invité du jour pour sélectionner qui est le meilleur avant-centre de ces 25 dernières années pour notre invité Lucas. Donc, Lucas, je vais te poser les questions, tu me donnes selon ton avis et on va un peu débattre sur ça s'il y a une discussion à faire. D'accord. Pour toi, entre Samuel Eto'o et Didier Drogba, tu choisis qui? Moi, je préfère Didier. Tu préfères Didier Drogba? Oui, moi, je préfère Didier. Didier, j'adore les forces physiques et la mentalité de Didier et aussi le fait qu'il a joué pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est big respect. Eto'o, il a joué pour le FC Barcelone. Eto'o, il a pris de nombreux titres. 4 fois Ballon d'Or africain. Si tu le places devant Didier Drogba aujourd'hui, ça signifie que Drogba, il a plus impacté, bien évidemment, ce sont tes choix à toi. Ça signifie que
quel est l'impact que Drogba il a eu dans ta vie, toi? Pour moi, Drogba, c'est... Quand je voyais Drogba, pour moi, c'était comme Ronaldo, mais noir. Oui, c'était au même niveau. C'était très fort, vite. Ouais. Je pense que pour les défenseurs, c'était très difficile de jouer contre Didier Drogba. D'accord. Et après, les goals qu'il faisait, les buts qu'il faisait, pour moi, un rêve. Ouais, on va continuer. Entre Didier Drogba et David Villa. Didier Drogba, sans doute. Entre Didier Drogba et Fernando Torres. Je reste avec Didier. Entre Didier Drogba et Zlatan Ibrahimovic. Pas facile, mais je vais pour Zlatan. J'adore Drogba, mais pour moi, Zlatan, c'était un peu plus décisif que Drogba. Oui. Notamment parce que tu es fan du Milan. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aussi que mais il faut pas oublier que Zlatan a joué jusqu'à 40 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Il était en forme. Et donc, pour moi, oui, c'est vrai, il a jamais gagné la Champions League, pas de Ballon d'Or, mais Zlatan, pour moi, c'est presque les mêmes, hein, presque le même niveau, mais un peu plus Zlatan, oui. Ouais. Entre Zlatan Ibrahimovic et Luis Suarez. Suarez. Moi, je crois que Suarez... Moi, je préfère Zlatan, mais franchement, je crois que Suarez, c'était mieux. Ouais. Et plus dangereux. Oui. Entre Luis Suarez et Agüero. Kun Agüero. Moi, j'adore Kun Agüero, mais je reste avec Suarez. Je l'ai vu jouer quand j'ai travaillé au Camp Nou. Ouais. Et Suarez, c'était toujours là. Pour moi, les mots pour identifier Suarez, c'est dangereux. C'est toujours dangereux. Ouais. Donc, c'est pour moi Suarez. Je reste avec Suarez. Entre Luis Suarez et Thierry Henry. Titi, oui. Parce que Suarez, c'était top, mais Titi, la classe, l'élégance, c'est génie. Les génies d'Henry, c'est supérieur. Pour toi qui as vu ce football des années, c'est vrai que nous, on était encore très petits, ce football des années 2006, 2007, 2008. Quand tu vois un FC Barcelone qui vire Samuel Eto'o pour accueillir Thierry Henry ou alors Zlatan Ibrahimovic, pour toi, est-ce que c'est légitime pour le FC Barcelone, notamment quand Eto'o sortait pititi de ces saisons-là? Pour toi, c'était un transfert qui devait se faire ou pas?